Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Veillée d'armes au Sénat avant l'examen de la réforme ferroviaire. Gérard Larcher poursuit ses rencontres avec les syndicats. Le gouvernement, de son côté, multiplie les gestes en faveur des cheminots afin de sortir de la grève. Analyse et débat à suivre. Le bac pro aura aussi sa réforme, une révolution de velours, loin du grand chamboulement annoncé pour la filière générale, mais avec un objectif ambitieux, faire de la voie professionnelle une voie de la réussite. On en parle dans un instant. La sénatrice centriste Sylvie Goy-Chavent veut aménager le permis à points avant l'instauration des 80 km/h sur les routes secondaires. Une mesure qui, selon elle, renforce le sentiment de déclassement des habitants des zones rurales. Explication dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Son acte de bravoure a été salué par tous après avoir sauvé un enfant hier à Paris. Mamoudou Gassama, un Malien sans papier, a été reçu ce matin à l'Élysée par le chef de l'État qui a annoncé sa naturalisation, Fabien Riquer. C'est un héros visiblement intimidé qui se présente aux journalistes dans la cour de l'Élysée. Quelques instants auparavant, Mamoudou Gassama rencontrait le président de la République. Et il était comment le petit quand vous l'avez... Bon, il est en train de pleurer. Voilà, il est blessé encore là, son pied, voilà, il est blessé un peu. Et vous l'avez revu? La prouesse de Mamoudou Gassama a fait le tour de la toile. Samedi soir, dans le 18e arrondissement de Paris, un enfant est suspendu dans le vide sous les regards impuissants des passants. À main nue, Mamoudou Gassama se lance alors à l'assaut de la façade et parvient à sauver le petit garçon. Très vite, les réactions se multiplient. La maire de Paris salue sur Twitter un geste héroïque et une pétition en ligne demandant la régularisation de ce jeune Malien, arrivé sans papier en France en septembre dernier, recueille plus de 10 000 signatures. Un souhait finalement exaucé par Emmanuel Macron. Je lui ai annoncé qu'en reconnaissance de cet acte héroïque, il allait être régularisé dans les plus brefs délais. Si le geste fait l'unanimité, certains dénoncent néanmoins la récupération politique d'un fait divers. Mais ça montre à quoi est attaché Emmanuel Macron en réalité. Il est attaché à la communication et aux bénéfices qu'il peut tirer de celle-ci. Alors oui, ouvrons les portes de notre pays à un jeune homme qui a servi finalement l'intérêt général et a servi la France à travers cet acte héroïque. Et de l'autre côté, ne soyons pas dupes de ce que fait Emmanuel Macron. Selon l'Élysée, Mamoudou Gassama devrait également être naturalisé français et intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et on va retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences pour une réaction à ce geste de bravoure. Tam, à vos côtés, le sénateur de Paris, Bernard Jomier. Oui, effectivement, Bernard Jomier. Qu'est-ce que vous inspire cet acte de bravoure de Mamoudou Gassama qui a donc escaladé à main nue un immeuble pour sauver un enfant de 4 ans? Oh bah, clairement de l'admiration devant un acte qui est empreint de courage et d'humanité. Et donc on ne peut que féliciter ce jeune homme qui, vous l'avez rappelé dans votre reportage, est sans papier et qui n'a pas hésité une seconde, qui s'est porté au secours de l'enfant dans des conditions périlleuses pour lui-même. Et donc il faut saluer cet acte de courage, encore une fois, et d'humanité. Vous estimez donc qu'il est justifié, mérité qu'il soit régularisé, sans doute naturalisé s'il en fait la demande et intégré à la brigade des sapeurs-pompiers? Mais je crois qu'effectivement, et le chef de l'État a eu la bonne réaction, il faut la saluer, de le recevoir à l'Élysée et de dire qu'un être humain qui se comporte comme ça, un migrant qui se comporte de cette façon, il fait partie quelque part de notre République parce qu'il en illustre les valeurs à merveille. Et moi j'espère que cet exemple-là, alors que le Sénat va bientôt étudier la loi Asile-Immigration, permettra à chacun, quelles que soient ses opinions politiques, de ne pas oublier qu'un migrant porte une part d'humanité. Et oui, vous faites mention de ce contexte où beaucoup à gauche et aussi certains dans la majorité présidentielle dénoncent le durcissement de la politique du gouvernement envers les migrants. Il y a un véritable contraste entre ces deux faits? Oui, particulièrement quand on voit le ministre de l'Intérieur qui se félicite par tweet. Moi, j'appelle Gérard Collomb
à non pas utiliser les migrants pour embêter Anne Hidalgo. Ça, c'est le pire du cynisme en politique. Mais à prendre exemple sur ce jeune homme qui, lui, porte mieux que d'autres, et comme beaucoup d'autres, heureusement, les valeurs de notre République. Donc il faut que cet exemple-là vienne nous inspirer à l'heure où nous voulons revoir les lois sur les migrations. Le gouvernement nous présente un nouveau projet, qu'on n'oublie jamais qu'il y a des êtres humains, que ces migrants portent aussi nos valeurs qui sont nos valeurs républicaines, et que la schizophrénie en la matière n'est pas très bonne conseillère. Et qu'il n'y a pas besoin d'être un héros pour être un migrant qui doit être traité correctement. Mais vous savez, il y en a beaucoup. Moi, ce jeune homme m'a fait penser à un autre jeune homme, Lassana Bathily, qui au moment de l'attentat contre l'hypercachère en 2015, a lui aussi sauvé des vies. Ça montre, encore une fois, que être migrant, c'en est pas moins en être un être humain. Et on l'oublie un peu dans le débat actuel qui est extrêmement violent. On ne présente les migrants que comme des fauteurs de troubles qui viennent déstabiliser notre société. Eh bien non, il y a parmi les migrants des gens qui sont moins courageux, mais il y en a aussi, comme dans notre société, qui sont courageux, qui font preuve d'humanité. Et il faut y penser quand on élabore des législations. Certains à gauche, Esther Benbassa, par exemple, jugent qu'il y a une véritable opération de communication avec la façon dont Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui Mamoudou Gassama. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous jugez qu'il y a une opération de communication de l'exécutif? Moi, je dénonce assez les polémiques et l'instrumentalisation des uns et des autres pour ne pas vouloir en rajouter. Je crois que Emmanuel Macron a pris une bonne décision en recevant ce jeune homme, en lui proposant d'intégrer pleinement notre République. Et il faut que cet exemple-là le fasse réfléchir sur ce qu'il fait actuellement au Parlement. Mais il a déjà lui-même dit qu'il s'agissait là d'une exception, d'une situation exceptionnelle et qu'il assumait. Eh bien non, ça n'est pas une situation exceptionnelle. On le voit, il y a eu d'autres exemples. Il faut accepter que même quand on vient d'un autre pays, on a parfois valeur d'exemplarité pour nous-mêmes. Merci beaucoup Bernard Jomier pour votre réaction. Merci à vous Tam pour cette première réaction. L'avenir de la réforme ferroviaire entre les mains du Sénat. Le projet de loi arrive demain en séance. Depuis plusieurs jours, Gérard Larcher multiplie les rendez-vous avec les syndicats pour tenter de trouver une issue au conflit qui s'enlise. Sandra Cerquera. Gérard Larcher le revendique. Le Sénat se veut la chambre du dialogue. Alors sur le dossier compliqué de la SNCF, il enchaîne les consultations. Il assure que c'est une version améliorée de la loi qui y sera votée, à l'écoute des propositions des syndicats. Heureusement qu'il y a une lecture au Sénat qui doit permettre, je l'espère, de conclure. Une version améliorée du texte, sur laquelle le gouvernement entend s'appuyer pour tenter de sortir de la crise. Le Premier ministre le sait, le rachat de la dette de la SNCF ne suffira pas, alors il mise sur les syndicats réformistes. Mais l'UNSA est catégorique, sans ajout de mesures sociales concernant les salariés, la grève continuera. Et on a porté des amendements, notamment auprès du rapporteur du Sénat, mais également parmi les groupes parlementaires qui sont examinés. Et nous, on regardera in fine ce qui va ressortir du Sénat pour nous positionner sur une posture définitive par rapport au mouvement social. La CFDT aussi, reçue vendredi au Sénat, compte bien peser jusqu'au bout du processus parlementaire pour obtenir des avancées. Dans le cadre de la fin du statut annoncé, et donc il faut aussi construire cela. Et donc nous, c'est ce travail-là que la CFDT a fait par les propositions qui ont été formulées. Le texte sur la réforme ferroviaire sera examiné dès demain au Sénat. Le vote aura lieu le 5 juin prochain. Et d'ailleurs, le projet de loi a été largement amendé en commission. Objectif, intégrer les demandes des organisations syndicales les plus modérées. Alors quelles sont les modifications apportées par le Sénat? Élément de réponse avec Maud Guillot. 169 amendements examinés en commission pour enfin sceller le texte du futur pacte ferroviaire. Parmi les modifications apportées par les sénateurs, la fin du statut des cheminots au 31 décembre 2019. Une date qui correspond à l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. Dans ce contexte d'ouverture, les cheminots étaient inquiets sur leurs futures conditions de transfert. Les sénateurs leur apportent des garanties.
Des salariés qui ont été transférés dans une entreprise attributaire d'un marché qu'aurait perdu à un moment donné SNCF Mobilité pourraient revenir, s'ils le souhaitent, à la SNCF, à SNCF Mobilité, dans un délai compris entre 3 et 6 ans. Donc c'est quelque chose qui est de nature à rassurer les salariés. Ça offre une espèce de parachute social. Nouveauté également, les sénateurs veulent transformer la branche Gare et Connexion en filiale SNCF Réseau. Ce changement garantirait une gestion plus autonome des stations ferroviaires. Autre amendement adopté, le caractère incessible des titres de la future société anonyme à capitaux publics. Sur ce point, le sénateur Olivier Jacquin reste mesuré. Le mot incessibilité ne nous rassure pas totalement parce qu'une loi peut casser l'incessibilité demain. Et on a des inquiétudes dans le temps long du ferroviaire sur la possibilité demain de vendre notre patrimoine national. Il ne faut pas donner les clés du navire comme on l'a fait sur les autoroutes. C'est une catastrophe absolue. Le texte sera examiné en séance publique du 29 mai au 5 juin prochain. Et on retourne à la salle des conférences où nous attend Tam Tranui avec votre invité, le sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, Fabien Gay, c'est à vous. Oui, Fabien Gay, on va parler ensemble de la réforme de la SNCF qui va être examinée à partir de demain par le Sénat. Mais d'abord, on est au 23e jour de grève. Le taux de grévistes est tombé à 13,97%. C'est les plus bas taux selon la direction depuis le début du mouvement. Est-ce que vous craignez que le mouvement s'essouffle ? Non, mais moi, vous savez, je ne suis pas dans la bataille de chiffres. Ça, c'est de la communication. On essaie d'instrumentaliser les chiffres pour dire, regardez, ça baisse. Moi, je suis utilisateur et usager du RER B quotidiennement. Je l'ai pris encore ce matin et j'ai vu que la grève était fortement suivie. Bon, maintenant, il y a eu plusieurs épisodes de grève. 23 jours de grève. C'est un mouvement inédit dans sa façon de faire et dans sa longueur. Donc moi, je soutiens les cheminots dans leur totalité et les cheminots grévistes qui sont aujourd'hui très mobilisés, extrêmement mobilisés. Je sais qu'ils le seront demain puisqu'il y a un rassemblement à 12h30 devant le Sénat puisque nous allons commencer la bataille ferroviaire demain. Il y a eu un petit rassemblement tout à l'heure également devant le Sénat. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait eu un petit rassemblement. Donc ça continue. Voilà, 23 jours de grève. Imaginez combien ça pèse dans la bourse de chacune et chacun qui se mobilise. Donc au-delà des chiffres de mobilisation, il y a encore une action et on voit que le gouvernement et la direction sont un peu embêtés. Vous pensez que ça peut continuer jusqu'à cet été ? Guillaume Pépi a jugé que c'était inimaginable. Mais c'est pas à moi de dire comment les cheminots et leur organisation syndicale doivent fonctionner et leur calendrier. C'est leur calendrier propre. Nous, demain, nous allons entamer la bataille ici avec notamment le groupe CRCE, Eliane Assassi et Guillaume Gontard, qui seront pour nous les rapporteurs pour notre groupe. Et donc nous allons ferrailler dur sur cette réforme de la SNCF. Tout à fait. D'ailleurs, le groupe communiste, effectivement, est très fermement opposé à cette réforme. Vous allez présenter une motion pour demander l'abandon de l'examen du texte. Sur quel motif ? Elle sera présentée par notre président du groupe, Eliane Assassi, parce que nous considérons que la SNCF est un bien commun de l'humanité. Et évidemment qu'il faut une réforme de la SNCF, mais pas celle-là, pas celle qui veut privatiser la SNCF, pas celle qui veut ouvrir à la concurrence au trafic des voyageurs. Partout où ça a été fait, ça a été une catastrophe. En Angleterre, mais aussi les exemples qu'on nous donne en Italie ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc il ne faut pas aller vers là, il faut une autre réforme de la SNCF. Vous parlez de privatisation de la SNCF, vous n'êtes pas rassuré par le fait que l'on va inscrire l'incessibilité de la SNCF dans le texte lors du passage au Sénat notamment ? Mais ça, c'est un premier point gagné par la mobilisation des cheminots. Parce que rappelez-vous, notre groupe l'avait posé à l'Assemblée nationale et à l'époque, le gouvernement l'avait refusé. Tant mieux. Je vois qu'on gagne un point, mais vous savez, pour ouvrir à la privatisation, il y a plusieurs moyens. On peut ensuite adosser une autre entreprise. Ça avait déjà été fait avec, rappelez-vous, GDF, qui est ensuite devenu GDF Suez. Et en fait, on n'a pas cédé les titres, on a accolé une entreprise privée à une entreprise publique, et c'est comme ça qu'on a ouvert au capital. Et si bien qu'aujourd'hui, Suez et Engie, qui est devenu Engie, et aujourd'hui, l'État est minoritaire. Donc la bataille est plus, je dirais, d'un autre niveau. Mais surtout maintenant, il y a la question de la privatisation, c'est une chose, il y a la question de l'ouverture à la concurrence, il y a la question du statut des cheminots, il y a la question de la dette. Donc c'est une réforme globale qu'il nous faut. Et aucune des réponses aujourd'hui apportées par le gouvernement n'est à même de nous rassurer, ni de rassurer les usagers et les cheminots. Bien, merci beaucoup Fabien Gay d'avoir répondu à mes questions. Le débat commence donc demain et le texte devrait tout de même évoluer lors de son passage avec une belle mobilisation. Au Sénat.
Merci à vous, Tam. Après le bac général, le bac pro et le CAP vont eux aussi être transformés. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, veut ainsi s'attaquer à la voie professionnelle, éternel mal-aimé du système scolaire français. Quentin Calmy. C'est le deuxième grand chantier de Jean-Michel Blanquer. Après la réforme de l'école primaire, le ministre de l'Éducation nationale entend revaloriser la formation professionnelle au lycée. Pour l'occasion, au ministère de l'Éducation nationale ce matin, plusieurs lycéens étaient venus présenter leur filière pro, comme avec cette simulation 3D de soudure. Ah oui, d'accord. Il faut se mettre tout à droite, tout à droite. Ouais. Une main en dessous de la torche. Cette main ici en dessous de la torche, juste là. Les nouvelles technologies, c'est un des moyens présentés dans le plan de ce matin pour améliorer l'image des lycées professionnels, des formations de pointe, avec également un meilleur accompagnement des élèves, le tout dans de nouveaux espaces conçus comme des campus. Pour le ministre de l'Éducation, les lycées professionnels ne doivent plus être des voies de garage. Beaucoup de choses changent dans notre société, notamment sous l'effet de la révolution technologique, et notamment du numérique, mais aussi de la transition écologique, puisqu'il y a beaucoup de métiers comme ceux du bâtiment par exemple, ou ceux de l'énergie qui évoluent. Tout ceci représente une opportunité pour nos enfants, nos adolescents, qui peuvent ainsi voir dans l'enseignement professionnel une voie d'avenir. Parmi les élèves invités au ministère ce matin, Gustave Champion, élève de terminale métier de la mode et du vêtement dans un lycée professionnel d'Île-de-France. C'est cette image de filière prestigieuse que l'exécutif aimerait mettre en avant. J'avoue, moi, j'étais pas acceptée en général, donc j'ai fait de la pro, mais en vrai, ça a été une vraie révélation pour moi parce que j'ai vraiment appris un métier et c'est très intéressant parce que c'est vraiment être sur le tas, faire des choses manuelles, faire des stages, apprendre à connaître beaucoup de personnes. Un plan en faveur de la filière professionnelle qui devrait entrer en vigueur à partir de la rentrée 2019. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Sigrid Girardin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale du syndicat SNUEP-FSU. C'est le syndicat de l'enseignement professionnel public. Merci à vous. Merci. Également sur ce plateau, Régis Marcon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef cuisinier étoilé et vous êtes co-auteur avec la députée La République En Marche, Céline Calvez, de ce rapport sur la voie professionnelle remis à Jean-Michel Blanquer. Jean-Raymond Hugonet est également avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Sénateur Les Républicains de l'Essonne, vous êtes membre de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Et puis face à vous, un autre sénateur, Pierre Ouzoulias. Vous êtes sénateur communiste des Hauts-de-Seine, également vice-président de cette même commission. Première question pour vous, Sigrid Girardin, puisqu'on a parlé de révolution de velours. C'est une réforme beaucoup moins ambitieuse peut-être que celle pour le bac général. Est-ce que c'est de cela dont avait besoin la voie professionnelle ? Je pense qu'avant de répondre précisément à votre question, je voudrais vous donner l'appréciation globale de cette réforme de la part du SNUEP-FSU. En fait, cette réforme, elle est dans la continuité complète de la réforme de 2009, qui a réduit en fait le parcours des bacheliers de 4 ans à 3 ans. Et elle participe des mêmes logiques, c'est-à-dire que de logique idéologique, on assiste à un véritable transfert de la voie professionnelle scolaire vers les branches professionnelles et le patronat, et évidemment une logique budgétaire, parce que vous avez pu regarder maintenant précisément le dossier de presse. Il y a des grilles horaires dans ces dossiers de presse. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les élèves vont perdre à peu près 3 semaines par an d'école. Il y a une forte attaque sur les matières générales. On a des filières aussi qui risquent d'être asséchées. C'est la filière gestion-administration. Et on a fait un calcul, nous, au SNUEP-FSU. Cette réforme risque de permettre au ministre d'économiser 5000 postes de profs de lycée professionnel. Donc nous avons un regard plutôt négatif sur ces projets de réforme et nous ne voyons pas quelles sont les mesures qui vont permettre d'améliorer et l'image des lycées professionnels et la formation professionnelle en elle-même. Alors Régis Marcon, peut-être votre réponse. C'est une réforme qui a été faite au nom de critères budgétaires pour faire des économies. C'est ce que nous dit Sigrid Girardin. En tout cas, nous n'avons pas travaillé dans ce sens. Ça n'a jamais été notre idée. Et même par rapport au rapport, avant tout, c'est de réformer cette voie scolaire, c'est surtout de la faire connaître un peu plus. Et ouais, moi souvent quand je rencontre des gens, tiens, tu travailles sur l'apprentissage. Oui, bien sûr, je travaille sur l'apprentissage, mais il y a aussi le système scolaire, la formation professionnelle. Et il faut savoir que c'est plus du double de l'apprentissage. Et en même temps, il y a un besoin urgent
je dirais, d'améliorer le système de cette formation professionnelle, parce que moi-même, étant professionnel déjà depuis 40 ans, j'entends de partout, pas que dans mon métier, on recherche du personnel, on recherche des collaborateurs. Vous savez, il y a un seul métier où on ne cherche pas des collaborateurs, c'est dans la bijouterie, étonnamment, d'ailleurs, parce qu'ils ont leur propre lycée professionnel. Et puis, il y a cette image de la bijouterie qui est peut-être plus facile. Alors justement, puisque cette réforme, est-ce qu'elle va permettre à tous les professionnels d'avoir des apprentis, d'avoir justement de la main-d'œuvre formée dans tous les secteurs? C'est son objectif, justement. C'est de fluidifier un peu le parcours. Ça part de l'orientation, parce que l'orientation, c'est hyper important au niveau des jeunes, qui connaissent un petit peu plus les métiers, l'image de notre métier. Alors, le ministre nous l'a dit ce matin, répété ce matin, il n'a plus de quotas. C'est déjà une bonne chose, parce que jusqu'à présent, cette formation, cette orientation, c'était souvent le prof principal. Tiens, tu as de bonnes notes, tu vas continuer tes études. Comme si on n'avait pas des bonnes notes, pourquoi ne pas continuer dans les métiers aussi? On en a besoin. Moi, les anges, on en a de partout, des jeunes qui ont réellement envie de faire un métier, qui sont obligés un petit peu de forcer les portes et arrivent dans nos métiers. Donc, il y a déjà l'orientation. Après, c'est cette fluidité dans la formation elle-même. Ça passe par une seconde qui se veut beaucoup plus une seconde découverte. On va y venir dans le détail, si vous voulez bien, Régis Marcon. On va faire réagir Jean-Raymond Hugonet. Quel regard portez-vous sur cette réforme? Elle est ambitieuse, justement, pour changer le regard, notamment sur la voie professionnelle? Moi, je pense qu'elle elle a le mérite de mettre le doigt sur un sujet qui est capital pour notre pays. Alors forcément, on pourra trouver qu'elle va pas assez loin, qu'elle va trop loin, peu importe. Moi, je vais me situer plutôt dans l'équilibre. Mais je pointerai, puisqu'on a reçu, et je le remercie, Régis Marcon et Céline Calvet, en audition à la Commission Culture, ils nous ont exprimé clairement, et de la part de M. Marcon, c'est clair, il le vit parce qu'il l'a vécu, il le vit dans son métier, mais l'inadéquation entre le fait qu'on cherche énormément certains métiers et on ne trouve pas de jeunes au bout. Alors moi, j'insisterai sur le point que, bien entendu, on parle de la seconde, on va rentrer dans la mécanique, mais je pense que c'est le plus en amont possible que l'on doit sensibiliser notre jeunesse sur ces métiers qui ont de vrais débouchés et permettent à des vrais talents de s'exprimer. Pierre Ouzoulias, la réforme entend rendre un peu plus lisible aussi tous ces bacs pro. C'est un véritable cauchemar pour les conseillers d'orientation en troisième. Il y a plus de 100 spécialités en bac pro et 200 en CAP. Il faut justement un peu fluidifier tout ça? Je pense qu'il faudrait surtout de la cohérence. Ce que j'aurais aimé en tant que parlementaire, c'est que les différentes réformes dont on nous parle, Parcoursup, réforme du bac, réforme du lycée, réforme de la voie professionnelle, tout ça, ça nous soit présenté avec un objectif politique qui est clair. Au lieu de ça, on a des réformes qui se succèdent les unes après les autres et dont on a du mal à comprendre la cohérence. Et puis, cohérence sur le terrain. Moi, je suis sénateur des Hauts-de-Seine. À Montrouge, lycée professionnel, l'atelier de menuiserie est fermé. La région a investi 200 000 € pour des machines numériques. Ça ferme. Pourquoi? Moi, je partage complètement ce que vous dites, et je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je n'oppose pas l'intelligence de la relation de l'homme et de la matière et de l'outil à celle de l'esprit. Elles sont absolument complémentaires. Mais j'aimerais que, comme vous l'aviez dit très justement, Madame Girardin, il y ait un engagement ferme de l'État pour qu'il n'abandonne pas ses missions dans ce domaine. Or, avec ce plan, c'est pas tout à fait ce qu'on voit. Sigrid Girardin, sur justement l'orientation qui doit être un peu facilitée, fluidifiée. Je rappelais les chiffres, 100 spécialités en bac pro, 200 à CAP. Ça, c'est un point positif dans la réforme? Alors, on entend parler qu'il faut améliorer la lisibilité pour les jeunes sortant de troisième. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Il devrait y avoir une meilleure information aux métiers et surtout pas aux modalités professionnelles, mais aux métiers. On est d'accord là-dessus. En revanche, de repousser l'orientation avec la mise en œuvre des familles de métiers ne va en rien améliorer la lisibilité. En fait, on va repousser l'orientation, ce qui fait qu'on va réduire en fait la spécialisation, la formation de spécialité à un métier à 2 ans. Donc on est passé d'un bac pro 4 ans à 3 ans il y a 10 ans, maintenant d'un bac pro 3 ans à 2 ans. Les mêmes causes risquent d'avoir les mêmes effets et on est dans une complète déprofessionnalisation en fait de la formation professionnelle. Et je voudrais revenir sur cette notion des 300 000 emplois qui a été beaucoup repris. 300 000 emplois aujourd'hui qui ne trouvent pas de jeunes en formation. Je pense qu'il faut aussi remettre ça en perspective avec les 3 ou 5 millions de chômeurs, selon comment on calcule. Aujourd'hui, il y a, on va dire, 4 millions de chômeurs. En fait, ce dont on a besoin, c'est des emplois.
c'est pas tant, on remet toujours en cause la formation professionnelle, mais le vrai problème, c'est le manque d'emploi et le manque de perspectives pour ces jeunes. Mais il y a des emplois qui ne trouvent pas preneurs, Régis Marcon. Oui, parce que le problème de professionnalisation. Hein. Vous savez, si on a mis ce système en place par famille, c'est parce que on s'est aperçu sur le terrain qu'il y a 3/4 des jeunes qui ne savent pas réellement ce qu'ils vont faire. Il faut savoir que les jeunes qui arrivent à partir de la 3e ont 14 ans pratiquement, parce que par l'effet de non-dédoublement, ils sont très jeunes et la plupart, souvent, ne savent pas trop exactement ce qu'ils vont faire. Et il est important de l'amener dans une famille. Moi, je pars plus fait de dire je veux faire maçon, je veux faire cuisinier, etc. Moi, j'aime bien bricoler. Moi, j'aime bien être au service des gens. Moi, j'aime bien le contact avec les clientèles. Vous voyez, ça définit un champ large qui permet, dans un premier temps, dans une seconde, de se connaître un petit peu plus. Vous avez l'exemple, je m'excuse, je parle de mon métier, mais par exemple dans l'hôtellerie-restauration, vous savez, une seconde où on fait à la fois de la cuisine et à la fois du service des métiers du tourisme, c'est bénéfique. Parce que ça permet en même temps d'avoir de la relation dans un restaurant. Vous savez, c'est important que les serveurs connaissent bien le cuisinier qui a un rouage, puisqu'on connaît le métier de l'autre, puisqu'à l'école, des gens l'ont effectué. Vous voyez, c'est important cette notion de découverte de soi dans les métiers. Jean-Raymond Hugonet, il y a aussi la volonté du ministre de faire des Harvard professionnels. Alors là, ça va être la mise en place de campus. Ça va servir à quoi finalement, cette mise en réseau ? Alors, je pense qu'on se sert de logiques qui ont déjà fonctionné. La logique d'un campus, on sait qu'elle fonctionne. Moi, je voudrais revenir parce que ça fait partie, si vous voulez, des procédures, des moyens qu'on peut mettre en œuvre. Au fond des choses, je partage ce qu'a dit Madame Girardin sur le fait que si on s'éloigne de la spécialité, on va s'éloigner de la professionnalisation. Ça, c'est un axiome de base. Maintenant, qu'on traite les enfants, qu'on traite, entre guillemets, en 3e, en seconde, et très bien. J'insiste sur le fait que dès la 6e, des élèves décrocheurs en collège qui ne trouveront pas leur place au collège, qui sont en difficulté et qui rendent une grande difficulté aux enseignants et aux autres élèves dans le reste de leur cursus au collège, c'est là qu'il y a une vraie sensibilisation à amener dès la 6e. Alors ensuite, savoir qu'il y a des campus, tout ça est très bien. J'étais en visite de terrain vendredi dans une boulangerie réputée de l'Essonne. Il y avait là un jeune garçon qui faisait des baguettes de 23 ans. On n'empêchera jamais aussi d'exprimer ce que sont ces métiers, c'est-à-dire qu'il allait quitter la boulangerie alors qu'il a toutes les qualifications, parce que l'amplitude horaire de travail était trop importante, parce que les horaires et travailler le dimanche, il ne voulait plus. Il y a un moment, on ne va pas raconter non plus n'importe quoi aux jeunes. Ces métiers-là ont des horaires spécifiques qui font qu'ils trouveront, s'ils y mettent le cœur et la passion, ils vont trouver un beau métier entre les mains, qu'ils garderont et qu'ils pourront exprimer. Mais ces métiers ont des obligations, ils ne pourront pas y échapper. Aussi, il ne s'agit pas de... Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je veux bien les campus, tout ça, c'est très très bien. Après, il y a la réalité des métiers. Et là, j'aimerais qu'on s'en éloigne pas trop. Pierre Ouzoulias. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à toute la voie professionnelle, y compris celle qui mène à des études supérieures. On est en plein dans Parcoursup. Je suis désolé de vous dire que malheureusement, les victimes de Parcoursup, ça va être les bacs pro et les bacs techno. Aujourd'hui, on le voit dans la remontée de ce qui se passe sur le terrain. Ceux qui ont le plus de grosses difficultés, ceux qui ont le plus d'avis négatifs, c'est ceux qui veulent aller vers le BTS et vers les IUT. Parce que c'est des filières qui leur sont interdites. Donc là encore, il faut de la cohérence. Il faut travailler sur la voie professionnelle, j'en suis entièrement d'accord, mais sur toute son ampleur. Ça me semble essentiel. Or là, c'est pas fait. Ce qu'essaye de faire M. Blanquer, Mme Vidal le demande de l'autre côté. Alors sur Parcoursup, est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues, Régis Marcon ? Oui, le ministre l'a annoncé ce matin, puisqu'il y a plusieurs 2000, je crois, ouvertures de BTS supplémentaires, en dehors des quotas qui ont été prévus par Madame Vidal. Et justement, l'utilité de ces campus, c'est de permettre à des jeunes de vivre, de travailler, d'apprendre dans un environnement qui leur permette plus tard de dire tiens, j'ai les capacités, parce qu'on accompagne beaucoup plus les jeunes avec ce dispositif. J'ai les capacités, on me dit que j'ai les capacités pour continuer en BTS ou autre, j'y vais. Ça permet d'avoir des passerelles beaucoup plus importantes, à tous les niveaux d'ailleurs. On en parle pour le CAP, pour le BTS, pour le Bac Pro. Il y a des passerelles de partout. Et ça, c'est le but aussi, en partie, des campus, de mixer un public qui trouve sa voie plus facilement. Alors, on parlait de la filière gestion-administration. Vous pensez qu'elle va être revue à la baisse ? Je vous propose d'écouter justement Jean-Michel Blanquer. Il a été interpellé ce matin. Écoutez cet échange.
Certaines formations tertiaires n'ont de sens que si elles s'accompagnent de poursuites d'études, et si ces poursuites d'études sont réellement possibles pour les élèves intéressés. Donc ces formations n'ont pas vocation à disparaître, mais elles ont vocation à être revisitées, parfois à correspondre à moins de place. Ça ne doit pas être des facilités pour le système, pour mettre là des personnes qui sont là un peu sans savoir pourquoi. Et dans le travail des prochaines semaines sur les diplômes que nous allons faire, ce travail, eh bien, cela va avoir des conséquences sur le nombre de places et repositionnement de certains diplômes. Oui. Ces filières, finalement, elles insèrent mal sur le marché du travail et c'est normal de vouloir en réduire les effectifs Alors, effectivement, la filière GA, gestion-administration, qui mène au métier d'agent administratif, a été mise en œuvre, je crois, en 2010-2011, d'ailleurs, quand M. Blanquer était aux manettes des affaires scolaires. Cette filière, en fait, elle a été pensée avec... enfin, je ne vais pas rentrer techniquement, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un échec cuisant qui est partagé par l'ensemble de la communauté éducative. Néanmoins, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a du recrutement au niveau 4 sur cette filière. Mais les attendus, les savoirs enseignés dans cette filière ne correspondent pas aux attendus. Donc il faudrait revisiter complètement cette filière et effectivement réduire la voilure. Mais en même temps, il faut penser à tous ces jeunes qui sont rentrés. Ils sont quand même 75 000, je crois, jeunes qui sont dans la filière professionnelle. Pour nous, en tant que SNUEP-FSU, il est hors de question de voir des fermetures sèches sur cette filière s'il n'y a pas d'ouverture, de compensation. On ne peut pas continuer à sacrifier toute une jeunesse et sacrifier aussi des professeurs de lycée pro qui ont été très malmenés par cette réforme. Je crois que là, le ministre doit prendre ses responsabilités et s'engager solennellement devant la profession et devant les familles pour dire qu'il ne laissera personne sur le carreau. Oui, sur cette filière, Jean-Raymond Hugonet, il a raison, le ministre, justement, de vouloir réduire les effectifs puisque ça ne fonctionne pas et peut-être aussi de mettre en avant d'autres filières, comme il l'a indiqué, les métiers de la sécurité ou encore d'aide à la personne qui sont davantage recruteurs. Oui, moi je serais beaucoup plus prudent sur les reproches adressés à Jean-Michel Blanquer parce qu'on a enfin un ministre de l'Éducation. Alors maintenant qu'on en a un, si vous voulez, moi je veux bien qu'on le critique surtout, mais il faut être un petit peu réaliste. Je crois qu'on ne peut pas lui enlever qu'il est très pragmatique, il constate des choses qui ne fonctionnent pas, il les connaît par cœur. Et il propose, avec l'aide de professionnels et de gens qui ont réfléchi, qui sont prêts, dans un mouvement, on le sent dans un mouvement positif, à engager notre pays sur la voie vraiment de donner à l'apprentissage, aux métiers manuels, et je ne les oppose pas aux métiers de l'esprit, bien entendu, parce qu'il y a un rapport direct, de trouver des débouchés. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on a beau tous dire l'apprentissage, voilà, l'apprentissage n'a pas la place qu'il devrait avoir dans notre pays. On le paye au quotidien, on connaît Monsieur Marcon l'a dit très bien. Donc, je pense que là, il faut être, encore une fois, même chose sur Parcoursup. Je veux bien, enfin, qu'est-ce qui est mieux, le tirage au sort ou Parcoursup ? Le tirage au sort, on l'a connu l'année dernière. On ne peut pas non plus reprocher à quelqu'un d'essayer, à une équipe, de trouver quelque chose. Voilà. Je pense que tout ça, il faudra le juger aussi à l'aune des premiers résultats, plutôt que de crier au loup dès le départ. Faire attention. Mais est-ce que ce sont les bacs pro qui vont faire les frais justement de cette nouvelle plateforme ? C'est ce que disait Pierre Ouzoulias, Jean-Raymond Hugonet. Oui. C'est un risque. C'est clairement un risque. C'est clairement un risque. Mais encore une fois, plutôt que de le dire en amont et de déjà jeter la pierre, je crois qu'on peut attendre. Moi, je serais plus vigilant sur certaines choses. C'est que quand on parle de certification qualité, par exemple, qu'on n'impose pas aux uns ce qu'on n'imposera pas aux autres. Vous voyez qu'il n'y ait pas de différence entre des lycées professionnels, des CFA, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Moi, c'est sur des choses comme ça où il faudra être très vigilant. Régis Marcon. Oui, moi je pense on ne peut pas tromper les jeunes indéfiniment. Ah oui. Il y a quand même un certain nombre, assez, puisque ça représente quand même les 2 tiers, pas GA, mais d'autres services, etc. On ne peut pas les tromper tout le temps. Je pense qu'il y aura des fermetures sur les GA, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des licenciements de professeurs, pas du tout. Je pense que ça sera à même aux enseignants. Ils vont être réorientés, ces enseignants, ça correspond à peu près à 1500 personnes. Reformés, parce qu'il y a d'autres métiers qui ont de l'avenir, ne serait-ce que, on parlait tout à l'heure du service à la personne, dans le domaine de l'animation, le numérique, où malheureusement
les jeunes filles, les femmes sont omniabsentes. Vous voyez, c'est des métiers d'avenir sur lesquels on peut réagir. Alors ça passe bien sûr par une remise en question et je crois qu'il faut l'accepter. Vous savez, dans tous les métiers, il y a des moments où il faut réagir parce qu'il y a une clientèle différente, il y a un changement de comportement. Hop, il faut réagir par rapport à ça. Vous n'êtes pas convaincu, Pierre Ouzoulias? Non, du tout. Enfin, j'ai entendu l'aude que les sénateurs, les Républicains tressent pour M. Blanquer et on le voit souvent dans l'hémicycle. Vous êtes ensemble sur la même position. Mais M. Blanquer, malgré toute sa bonne foi, c'est un ministre qui a accepté un préalable fort, qui est le préalable de tout le gouvernement, c'est de gérer la pénurie. Donc c'est de faire autant avec moins de finances. Donc quand vous partez sur un préalable comme ça, malgré vos bonnes intentions, la réalité du terrain, elle s'oppose à vous. Et c'est ce qu'on voit là aujourd'hui avec Parcoursup. Je suis désolé de vous reprendre, chers collègues. Mais ce qui arrive en ce moment pour Parcoursup, ça a été dit, ça a été écrit en septembre et en octobre. On n'a pas crié au loup. On a dit à la ministre très clairement, si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. C'est ce qui arrive. Et pourquoi? Parce que cette loi-là, comme les autres, elles sont destinées à gérer la pénurie. Donc il faut sortir de ce système-là. Donc il y a un effort budgétaire à faire. Je n'ai pas entendu dans les annonces du ministre un effort budgétaire. Non, mais sur Parcoursup, justement, mais du point de vue des lycéens professionnels, parce que c'est le sujet, je crois que les lycéens professionnels ont été l'alibi pour mettre en œuvre un dispositif de sélection à l'université. Et aujourd'hui, ce qu'on disait au mois de septembre est une réalité. Les 14 000 jeunes bacheliers professionnels qui se dirigeaient vers les universités en sont purement et simplement exclus. Or, à côté de ça, il aurait fallu compenser. Aujourd'hui, le ministre a annoncé qu'il allait créer 2000 places de BTS supplémentaires. Déjà, ces 2000 places ne compenseront pas les 14 000 élèves qui rentraient chaque année à l'université. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur 100 000 demandes tous les ans de bacheliers professionnels, seulement 55 000 demandes sont acceptées. Donc, effectivement, si on a une véritable ambition pour les jeunes de lycée professionnels, il est nécessaire d'investir aussi dans les classes de BTS notamment et de renforcer aussi la qualité des formations pour leur permettre d'accéder à d'autres formations que le BTS aussi. Régis Marcon, ils devront choisir les bacheliers pros justement, soit rentrer directement sur le marché du travail ou est-ce qu'ils auront encore la possibilité d'accéder à des études supérieures? La porte était un peu fermée jusqu'à présent. Quand on regarde bien les bacs professionnels, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un peu catastrophique quand on voit ceux qui arrivent au BTS, il y en a un pour... et dans le dispositif que nous mettons en place, justement, en phase terminale, c'est que le jeune déjà prépare son choix dès la seconde pour arriver à cette terminale avec, voilà, j'ai envie de continuer en BTS parce que, comme je le disais tout à l'heure, on me le propose, je sens que j'ai les capacités, mais on va me préparer pour aller au BTS. C'est ça qui est important. Pourquoi ils y échouaient? Parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Alors on envoyait un petit peu au casse-pipe. Ils seront mieux armés, c'est ce que vous nous dites, bien sûr, avec cette réforme. On arrive bientôt au terme de ce débat. Je voudrais aussi vous entendre sur l'image de la voie professionnelle, puisqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de réformes et que régulièrement, c'est la mal-aimée du système scolaire. Rapidement, Régis Marcon, là, on change d'échelle avec cette réforme? Tout à fait, parce qu'on a essayé de mettre beaucoup de choses en place pour changer cette image. Et il faut du temps. Il faut du temps. Et ce n'est pas que de l'écrire sur un rapport. C'est le travail de chacun. Et moi, je m'engage, surtout avec les professionnels, de voir comment on peut améliorer. Parce qu'il y a un travail, on parle beaucoup de la formation, on parle beaucoup des enseignants. Mais il faut savoir que la formation, c'est aussi beaucoup chez les professionnels. Il y a un travail à faire, surtout au niveau des tuteurs en entreprise. Et ce tuteur c'est comme ça qu'on améliorera l'image. C'est le rapport école-entreprise. C'est une des clés. Sur cette image de la voie professionnelle. C'est très complexe parce que ça ne relève pas que de l'éducation nationale. Améliorer l'image de la formation professionnelle nécessiterait d'améliorer l'image des métiers. C'est-à-dire qu'il faudrait améliorer les conditions de travail et les conditions salariales des métiers auxquels prépare la voie professionnelle. Néanmoins, on n'est pas obligé de rester dans le statu quo. Améliorer l'image, ça pourrait être aussi renforcer la qualité des formations professionnelles. Et cette réforme ne va pas le permettre puisqu'elle va réduire la spécialisation, la professionnalisation des formations et en plus elle s'attaque assez frontalement en matière générale. Et en plus, dernier point, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de financement pour permettre aux élèves de poursuivre dans le supérieur. Donc moi, aujourd'hui, je ne vois mal avec les mesures qui sont annoncées comment on va revaloriser l'image des... Merci à vous, Sigrid Desjardins. Merci Régis Marcon. Merci Jean-Raymond Hugonet.
Merci Pierre Ouzoulias. Et on va continuer sur cette thématique de la réforme de la voie professionnelle avec vous, Tam Tranui, à vos côtés, le sénateur Martin Lévrier, sénateur de La République En Marche des Yvelines. C'est à vous. Oui, Martin Lévrier, que pensez-vous des priorités dessinées ce matin par Jean-Michel Blanquer pour redorer le blason de la filière professionnelle? Il faut dire qu'il y a du travail. C'est très largement une filière qui est boudée aujourd'hui par les bons élèves notamment. Bien, écoutez, bonjour. La première chose, c'est que pour moi, on passe d'un mode de chevaux, j'allais dire, au mode Formule 1, c'est-à-dire une formation qui va devenir une formation d'excellence pour tous les élèves, pour qu'ils atteignent leur bon niveau, avec une véritable réforme en profondeur et qui va permettre à des jeunes d'enfin accéder à l'emploi et surtout de pouvoir poursuivre tout au long de leur vie des carrières en modification et en évolution. On a entendu Jean-Michel Blanquer parler notamment de Harvard professionnel. Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous pensez que cela peut suffire effectivement à attirer les meilleurs élèves? Il faut dire que c'est une filière très dévalorisée en France, contrairement à ce qui peut avoir lieu dans d'autres pays comme la Suisse ou l'Allemagne par exemple. J'y crois d'autant plus que c'est un peu comme l'œuf ou la poule. Harvard, qui a fait Harvard les élèves ou c'est Harvard qui a fait les élèves? Et moi je crois qu'en France, la filière professionnelle, qui devient d'ailleurs la filière des métiers, est une forme d'excellence et va être une véritable réussite. Oui, tout à fait. Parmi les priorités, il y a notamment une meilleure inclusion dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont frileuses par rapport à tous ces élèves, notamment bacheliers professionnels. Qu'en pensez-vous? Il y a une forme de fragilité des entreprises parce que parfois les jeunes ne sont pas prêts à intégrer l'entreprise. Et justement, dans la réforme qui est proposée, il y aura des cours qui permettront à ces jeunes d'apprendre à s'insérer en entreprise et donc l'entreprise sera beaucoup moins inquiète, je pense, et aura des vrais professionnels en face d'elle. Il y a également des formations qui peut-être peuvent attirer plus que d'autres. Il y a notamment les formations dans le numérique, dans la sécurité, dans l'aide à la personne. Il faut peut-être mettre le paquet aussi sur ces formations par rapport à d'autres. C'est ce qu'a dit le ministre ce matin aussi, qu'on allait mettre le paquet sur les formations d'avenir qui peuvent être, vous l'avez dit, le numérique, l'écologie, le service à la personne. Et oui, on va mettre le paquet parce que c'est là qu'est l'avenir. Il y a des filières aujourd'hui qui existent toujours dans le monde professionnel, mais qui ne créent que du chômage. Donc il faut positivement les changer, les faire évoluer pour les amener vers des filières qui créent de l'emploi, qui sont porteuses. Et donc avec les entreprises, et la grande force de cette réforme aussi, c'est de réconcilier l'éducation nationale avec l'entreprise au service des jeunes, entouré par la région. Et oui, vous parliez du taux de chômage. Le taux de chômage est de 46% en moyenne pour les bacheliers professionnels après 7 mois. C'est vrai que c'est un chiffre qui est... C'est un chiffre qui fait peur et qui n'est pas normal parce que ce sont des jeunes qui peuvent atteindre l'excellence. Simplement, il y a des formations qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas adaptées au monde du travail. Or, là, les formations professionnelles sont en premier lieu adaptées au travail. Qu'est-ce qui fait que cela va mieux marcher que tout ce qui avait pu être fait jusqu'ici pour essayer d'améliorer la situation dans les filières professionnelles? Ça fait quand même des années que l'on parle de redorer ce blason. Mais ce qui va mieux marcher, c'est qu'on, dans un mode de progression, en seconde, une espèce de tronc commun par famille de métiers qui permettra de prendre un peu de temps pour bien connaître son futur avenir, puis une évolution aujourd'hui trop vite et de façon trop définitive, alors que là on va pouvoir basculer, j'allais dire, une forme de porosité entre l'apprentissage, le lycée pro et même avec le supérieur, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. En terminale, avec la nouvelle réforme, vous allez pouvoir choisir votre orientation vers le supérieur ou vers l'entreprise directement. Et ça, c'est très nouveau et c'est très important parce qu'on est dans la porosité, dans l'évolution tout au long de la vie, déjà, dès la jeunesse. On voit d'ailleurs dans ces formations certains qui demandent à améliorer un certain nombre de matières qui sont de l'ordre du tronc commun, les langues, les mathématiques, etc. Indispensable. Et on va les rendre beaucoup plus proches du terrain. Je pense à des mathématiques, par exemple. C'est quand même plus simple d'apprendre l'air qu'une dérivée qui ne servira jamais pour un élève de cette formation-là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Martin Lévrier, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Alors que la limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires continue de faire polémique, une sénatrice propose d'aménager le permis à points pour atténuer les effets d'une mesure qui, selon elle, va surtout pénaliser les conducteurs en zone rurale. Explication Aurélien Romano. Le but de cette proposition de loi, signée par une centaine de sénateurs et sénatrices, c'est pour les infractions simples coûtant 1 point sur le permis de conduire, faire passer le délai de récupération des points de 6 mois actuellement à 3 mois. L'idée de la sénatrice Sylvie Goy-Chavent à l'origine de cette proposition, c'est que la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires au lieu de 90 va entraîner beaucoup de contraventions via les radars automatiques, sanctionnant seulement quelques kilomètres-heure de dépassement et coûtant 1 point sur le permis de conduire. La sénatrice centriste de l'Ain n'en est pas à son coup d'essai. Déjà en 2010, elle avait contribué à obtenir que le délai passe de 1 an à 6 mois pour ce même type d'infraction.
Les sénateurs, les Républicains et Union centriste déploient beaucoup d'énergie pour lutter contre les 80 km/h, surfant sur l'impopularité de la mesure. Déjà le mois dernier, un rapport avait demandé un délai supplémentaire au Premier ministre avant d'appliquer cette mesure qui doit rentrer en vigueur le 1er juillet. En revanche, la réforme du permis à points n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement. Alors qu'en pense Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière? Elle est notre invitée et elle répond aux questions de Savaria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Chantal Perrichon. Bonjour. On vient de le voir, ce texte qui veut donc aider les automobilistes à récupérer plus rapidement, plus facilement leurs points, dans l'optique bien sûr de la limitation à 80 km/h. Quelle est votre position là-dessus? Moi j'ai envie de dire c'est un texte qui est pensé par une multirécidiviste parce qu'elle avait déjà fait ce coup-là en 2010 et on en parlera. Mais c'est fait pour des gens qui n'ont jamais accepté finalement d'être considérés comme les autres, comme l'ensemble des autres conducteurs. Souvenez-vous, avant le 2002-2003, avant les radars, vous aviez des sénateurs, des députés, des notables qui systématiquement faisaient sauter leur PV. À l'Assemblée nationale, il y avait des gens en poste pour travailler uniquement sur faire sauter les PV. Non. Donc ce sont des gens qui pensent à eux et absolument pas aux autres conducteurs. Alors l'argument justement est de penser aux automobilistes qui n'ont pas forcément les moyens, qui vont, on le sait, perdre plus de points du fait de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Comme ils vont perdre plus de points, ils n'ont pas forcément les moyens de faire des stages pour récupérer leurs points. Et donc, certains peuvent se retrouver à rouler sans permis et donc sans assurance. Vous venez de développer l'argumentaire auquel on a eu droit en 2010. Le même, rigoureusement le même. On nous faisait monter en puissance le fait que les gens allaient perdre leur permis. Les gens seraient au chômage. C'était épouvantable. Faux. Absolument faux. On a eu droit à ça également lors de la mise en place des radars. Faux, également faux. C'est-à-dire qu'il y a une stabilisation en ce qui concerne les pertes de points et que les gens, il faut leur faire confiance. Les conducteurs ne vont pas perdre plus de points avec cette limitation à 80 km/h. Les conducteurs de bonne foi, eux risquent de perdre de points. Mais les gens qui sont dans la transgression permanente, ceux qui utilisent des avertisseurs de radar, croyez-moi, ceux-là, ils passeront à travers les gouttes. Donc en fait, on a devant nous des gens qui ont oublié qu'ils ont été la cause d'une remontée du nombre de morts pendant 4 mois, en 2011, lorsque la loi a été votée le 1er janvier 2011, grâce à eux. Ils n'ont pas de mémoire et nous avons de la mémoire. Très bien, mais alors pour tous ceux qui n'ont pas, néanmoins, les moyens de payer un stage de récupération de points, quelle sera la solution pour ces gens-là? Attendez, ne mélangeons pas tout. On ne parle pas de stage de récupération de points. Nous sommes en train de parler de la perte d'un point qui peut être récupéré au bout de 6 mois puisque nous sommes avec des permis à points dits pédagogiques. C'est bien ça le problème. Donc au bout de 6 mois, celui qui fait attention, il récupère son point. Oui, mais dans le cas où une personne perd un 2e point, là, vous le savez bien, c'est bloqué pour 2 ans. On nous avait dit que les gens allaient perdre leur permis à la suite de 1 point et 2 points. La première année, il y avait 17 cas dans notre pays. Donc nous sommes face à des sénateurs qui sont vraiment, je le répète, multirécidivistes, qui ne s'occupent que de leur intérêt personnel et qui finalement ne se préoccupent pas de la première cause de mort de la jeunesse dans notre pays. Vous ne pouvez pas nier les sondages. 2 Français sur 3 jugent déjà cette mesure inefficace. La limitation à 80 km/h. Ils pensent d'ailleurs, les Français, une grande majorité, qu'elle sert plutôt à remplir les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il y a un problème dans la pédagogie de cette mesure? Vous avez raison de dire qu'il y a un problème dans la pédagogie, parce que lorsqu'on dit remplir les caisses de l'État, les sénateurs et les députés sont là pour remplir. C'est quoi les caisses de l'État? C'est quoi les poches? Ce sont nos poches. Cela va servir pour l'éducation nationale, pour la santé. Ce ne sont pas des choses qui disparaissent comme ça. Donc attention à la pédagogie. Et moi, ce que je rappellerai aux sénateurs qui se sont permis de créer une audition... Arrêtons une seconde sur le 80, de cibler les sénateurs. Mais qui a fait cette audition? Non, mais quand je vous dis que 2 Français sur 3 aujourd'hui sont contre cette limitation à 80 km/h, je vous demande pourquoi. Alors, quel est le problème? Ne parlons plus des sénateurs, puisqu'ils ont fait une audition qui n'a servi à rien. Pédagogie au niveau de l'État peut-être, mais il n'empêche que le coût de l'insécurité routière dans notre pays, et j'aimerais bien que les élus, on ne va pas parler des sénateurs, on est en parenthèse, que les élus sachent que c'est 50 milliards d'euros.
Donc on est très loin de tout ce qu'on nous dit concernant cet État extraordinaire qui va se mettre de l'argent dans les poches. On arrête avec ces images qui sont absolument hallucinantes et très populistes. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a été interrogé récemment sur la question. Il a sorti un joker. Le joker, ce sont ses propres mots. Bref, en clair, il n'approuve pas vraiment, entre les lignes, cette décision du gouvernement. Oui. Ça vous a ulcéré, cette déclaration. Vous trouvez que ce sont des propos dignes d'un ministre de l'Intérieur, joker? Est-ce que vous croyez qu'il participait à un jeu télévisé? Un peu de décence quand même. Donc qu'il soit contre, tout le monde le savait déjà depuis des mois, cela bruissait effectivement dans les rédactions, mais le dire de cette façon-là était particulièrement inopportun car nous parlons de la mort des gens sur la route. Mais lorsqu'il appelle une concertation avec les départements, ça c'est pas une bonne idée? C'est une excellente idée, moi je la veux cette concertation. Pourquoi? Nous avons fait des cartes qui seront rendues publiques dans quelques semaines. Que montrent ces cartes? Que 55% des tués ont lieu sur, en moyenne, 15% des routes. Et vous savez de quelles routes il s'agit? De ces belles routes sur lesquelles les gens veulent, nos élus, veulent que l'on reste à 90. C'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas compris, les élus, que ce qui fait le danger, c'est pas l'infrastructure, c'est le trafic. Et que par conséquent, certains élus qui ont mis en place cette audition, ne savent toujours pas ce qu'il en est de la mortalité dans leur propre département. Et nous leur demandons, faites la carte de votre département, montrez-nous que sur les belles routes droites, sur les axes structurants, il n'y a pas de mort. Montrez-le nous. Précisément, Chantal Perrichon, sur l'efficacité de la mesure, on a des discours qui sont parfois contradictoires. Oui. Au Danemark, par exemple, ils sont en train de faire l'inverse, c'est-à-dire de repasser de 80 à 90 km/h, ou encore en Angleterre, où là, la vitesse est limitée à 97 km/h. Il y a 2 fois moins de morts sur les routes en Angleterre. Je ne pensais pas entendre cela dans ce studio. Tout simplement parce que... Ce sont des chiffres qu'on a... Cela a été récusé par le gouvernement danois. Je pensais qu'ici, l'information transitait. Donc, l'ambassade du Danemark à Paris a pris la parole pour dire que c'était parfaitement erroné et faux. Et en ce qui concerne l'Angleterre, où là, la vitesse que vous venez de me dire, qui est souvent d'ailleurs reprise par ces gens qui ne connaissent pas leur dossier, la vitesse moyenne, parce que la géographie de l'Angleterre, c'est pas ces grands axes comme en France. Vous avez circulé en Angleterre, vous savez bien que finalement, on ne peut pas rouler à cette vitesse. La vitesse moyenne... Les routes secondaires sont moins dangereuses qu'en France. Les routes, la vitesse moyenne sur ces routes est moins dangereuse. Et je vais rajouter quelque chose que tous ceux qui s'intéressent à la sécurité routière savent. Vous savez combien il y a de radars en Angleterre? Quand on nous dit que les Anglais démontent les radars parce que les radars ne servent à rien, il y a 8000 radars en Angleterre. 8000. Des radars qui sont connectés. C'est-à-dire que si un tel n'a pas payé sa pension, par exemple, après un divorce, il ne redémarre pas tant qu'il ne l'a pas payé. C'est ce que nous voulons dans notre pays? Eh bien, moi, je dis non. Tout simplement non. Merci beaucoup. Merci Chantal Perrichon d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Saveria. L'avenir ferroviaire dans les mains du Sénat. Le projet de loi arrive demain en séance. Depuis plusieurs jours, Gérard Larcher multiplie les rendez-vous avec les syndicats pour tenter de trouver une issue au conflit qui s'enlise. Sandra Cerquera. Gérard Larcher le revendique. Le Sénat se veut la chambre du dialogue. Alors sur le dossier compliqué de la SNCF, il enchaîne les consultations. Il assure que c'est une version améliorée de la loi qui y sera votée, à l'écoute des propositions des syndicats. Heureusement qu'il y a une lecture au Sénat qui doit permettre, je l'espère, de conclure. Une version améliorée du texte, sur laquelle le gouvernement entend s'appuyer pour tenter de sortir de la crise. Le Premier ministre le sait, le rachat de la dette de la SNCF ne suffira pas, alors il mise sur les syndicats réformistes. Mais l'UNSA est catégorique, sans ajout de mesures sociales concernant les salariés, la grève continuera. Et on a porté des amendements, notamment auprès du rapporteur du Sénat, mais également parmi les groupes parlementaires qui sont examinés. Et nous, on regardera in fine ce qui va ressortir du Sénat pour nous positionner sur une posture définitive par rapport au mouvement social. La CFDT aussi, reçue vendredi au Sénat, compte bien peser jusqu'au bout du processus parlementaire pour obtenir des avancées. Dans le cadre de la fin du statut annoncé, et donc il faut aussi construire cela. Et donc nous, c'est ce travail-là que la CFDT a fait par les propositions qui ont été formulées. Le texte sur la réforme ferroviaire sera examiné dès demain au Sénat. Le vote aura lieu le 5 juin prochain. Et on ouvre
ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Siri. Bonjour, merci d'être avec nous. Porte-parole du Parti socialiste. Également sur ce plateau, Fanny Arave. Vous êtes économiste, administratrice UNSA Ferroviaire au sein de SNCF Réseau. Vous avez été reçue ce matin par le président du Sénat, Gérard Larcher. Béranger Cernon est également sur ce plateau. Bonjour, merci à vous. Vous êtes secrétaire général du syndicat CGT Cheminots Paris-Gare de Lyon. Et j'accueille enfin Gérard Cornu. Bonjour, sénateur LR d'Eure-et-Loir. Vous êtes le rapporteur de cette réforme ferroviaire ici au Sénat. Première question pour vous, Béranger Cernon, puisqu'on en est au 23e jour de grève contre ce nouveau pacte ferroviaire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un tournant a eu lieu vendredi avec les annonces du gouvernement, notamment en ce qui concerne la reprise de la dette ? Alors un tournant, je ne sais pas si on peut appeler ça un tournant, mais en tout cas, il y a une prise de conscience de la part du gouvernement. La dette de la SNCF, on le dit depuis le début et on le répète encore, c'est une dette d'État, c'est une dette qui a été contractée par les différents gouvernements suite à des choix stratégiques, notamment d'investissement sur ligne à grande vitesse. Et cette dette n'est en rien de la responsabilité des cheminots. Donc il y a un moment aussi où il faut que l'État prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, l'État en assume une partie. On reprend 35 milliards. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on en arrive à ce chiffre de 35 milliards et pourquoi on ne reprend pas la totalité. Et puis surtout, on parle de la dette de SNCF Réseau. À aucun moment, on ne parle de la dette de SNCF Mobilité qui, elle, est de 8 milliards. Et j'aimerais bien savoir ce que va devenir cette dette. Est-ce qu'on va la reprendre ? Est-ce qu'on la laisse telle qu'elle ? Donc voilà, il y a encore plein de questions, il y a plein d'interrogations pour lesquelles aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse. Fanny Arave, quelle est la position de l'UNSA justement sur cette rencontre et ces annonces de vendredi ? On peut parler d'un tournant ? C'est une étape importante. Alors, plutôt qu'un tournant, on pense que c'est un nouveau point de départ, en fait. C'est-à-dire que là, on a clos un cycle qui avait véritablement commencé, parce que les débuts de négociations étaient, pour de vraies négociations, particulièrement tardives. Donc là, on a effectivement abordé un sujet important, où on a des choses qui sont un peu plus concrètes. Maintenant, il y a quand même tout un ensemble de discussions, dans, entre autres, la loi qui est en train de se voter au Sénat. Il y a aussi une discussion au niveau de la convention collective. Il y a plusieurs choses qui sont justement à coordonner. Et donc, nous avons effectivement cette vigilance de voir ce qui va être voté in fine au Sénat, de voir un peu les attendus qu'on peut avoir, d'être confirmés dans l'œil et la volonté, les principes véritablement appliqués à la convention collective, notamment pour le transfert du personnel. Donc, c'est à ce moment-là qu'on sera peut-être en position d'avoir... Et pour autant, pas question de terminer la grève, Fanny Arave, Béranger Cernon ? Écoutez, pour le moment, on fera un petit peu le bilan de ce qui a été véritablement acté une fois le vote passé, quand on aura effectivement un texte, quand on aura également quelques éléments un peu plus concrets sur ce qui va se passer autour de la convention collective et des accords d'entreprise. Une fois qu'on aura quelques éléments un petit peu marqueurs, là, on sera en capacité de faire un peu la caisse de ce qui a été... Mais la convention collective, elle pourrait être signée au 1er janvier 2020. Alors d'ici là, il y a le travail du Sénat. Est-ce que ça va permettre, Gérard Cornu, justement, de lever ce mouvement de grève ? Écoutez, je veux rappeler, 23e jour de grève. Moi, ma préoccupation a été de faire en sorte d'être attentif aux revendications des uns et des autres, puisque je vous rappelle que le gouvernement voulait passer par ordonnance, qui avait le don de mécontenter à la fois les syndicats et les parlementaires. Donc il a changé sa stratégie. Il n'a pas pu... intervenir au niveau Assemblée nationale, il n'a pas pu avoir un véritable débat, notamment au niveau social. Nous, notre préoccupation au niveau du Sénat était de faire un marqueur à la fois social et d'aménagement du territoire. Et je crois que le texte de la Commission voté mercredi dernier, est un beau marqueur. Je pense qu'à partir de là, maintenant, place au débat. Moi, en tant que rapporteur, mon but sera que le texte de la Commission ne soit pas détricoté. C'est-à-dire que maintenant, tout est sur table, c'est par écrit, et donc je souhaite que ça soit le socle global de la loi. Gabriel Siri, est-ce que vous pensez bien que les syndicats devraient lever leur mouvement de grève, après notamment les apports du Sénat ? Non, à ce stade, il est trop tôt pour le dire. Il y a encore beaucoup de points en discussion. Sur, évidemment, la garantie de reprise d'une partie de la dette était très importante, mais ce n'est pas la totalité. En Allemagne, par exemple, c'est bien la totalité de la dette qui avait été reprise. Et puis ensuite, il y aura un certain nombre de garanties également à apporter sur d'autres points. On a la question de l'incessibilité
des titres qui y est à l'heure actuelle. Mais moi, une question que je me pose, que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi tout de même de changer le statut en SA, alors que le fait en société anonyme, pardon, alors que le fait de conserver le statut d'établissement public était une garantie déjà en soi de non-privatisation de la SNCF. Va vous répondre. Et sur les autres points, sur les autres points, ensuite. La reprise de la dette qui financera, évidemment c'est très important parce que si ça doit être financé par une hausse d'impôts sur les retraités modestes par exemple ou une nouvelle coupe dans les APL, évidemment ce ne sera pas satisfaisant. C'est forcément le contribuable qui aura un rôle à jouer dans cette reprise de la dette. Et dernier point, excusez-moi, sur les modalités d'ouverture à la concurrence, évidemment c'est essentiel parce qu'on voit bien que le sujet ce sera le maintien des petites lignes parce que si toutes les lignes sont ouvertes à la concurrence, le risque c'est que les petites lignes ne soient plus exploitées. Et donc d'accord avec Oui, sur l'ouverture à la concurrence, en fait, je rappelle que c'est quand même le 4e paquet ferroviaire européen, voté d'ailleurs au moment où François Hollande était président de la République. C'est les modalités qui sont en question. Alors donc, en fait, ça s'applique si on veut rester dans l'Europe et donc ça doit s'appliquer. En ce qui concerne l'EPIC, alors je voudrais quand même être clair sur ce problématique, parce que l'EPIC, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Le passage en SA, pourquoi ? Parce que c'est obligatoire. Si on veut résorber la dette et on veut l'éponger, quand on passe en SA, on ne peut plus faire de dette. En fait, l'EPIC, on fait appel au gouvernement, à l'État, alors qu'en SA, on doit avoir des capitaux propres qui ne soient pas négatifs. Donc c'est obligatoire. C'est pour l'ouverture à la concurrence et le passage en SA, c'est pratiquement obligatoire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec la Poste au niveau européen, récemment d'ailleurs, où la Commission européenne a refusé que la Poste reste en EPIC. C'est une question de gestion de l'entreprise ensuite, parce que vous reconnaissez bien que dans ce cas-là, on pourra faire passer une prochaine loi qui permettra vraiment de céder les titres. Donc finalement, c'est pas une garantie qui est complètement satisfaisante. Franchement, moi j'ai passé, on a accepté un amendement pour faire en sorte qu'on vote l'incessibilité. Je crois qu'en fait c'est un faux procès. On parle de privatisation. Il n'y a nullement envie de privatiser ni le groupe de tête, ni SNCF Mobilité, ni SNCF Réseau. Et en plus, on a mis les bretelles et la ceinture. Alors, je crois quand même qu'il faut arrêter ce débat. Bérangère Cernan, on va avancer si vous voulez bien, Gabriel Siri. On sait que la CFDT et l'UNSA ont été reçus par le président du Sénat. Est-ce que la CGT est associée à ces négociations en cours? Alors, écoutez, il n'y a que la CFDT et l'UNSA qui a déposé en effet des amendements et c'est normal qu'ils soient reçus dans ce cadre-là. Après, vous savez, l'unité syndicale est solide. Il n'y a aucune fissure. On dit qu'elle est en train de se fissurer, justement. Écoutez, pour l'instant, les signes ne sont pas vraiment dans le sens du gouvernement, sont plus dans le sens de l'intersyndicale, puisque aujourd'hui, il n'y a aucune annonce qui a été faite. En effet, on va regarder comment les choses vont avancer, comment aussi, quelles garanties on va avoir, parce qu'on entend... Qu'est-ce que vous attendez, vous, justement, de la part du Sénat? Nous déjà, il y a un vrai problème de fond sur cette réforme, c'est-à-dire qu'on a tout fait à l'envers. On a annoncé des choses de but en blanc, par dogmatisme, sur la question du statut. Alors, soi-disant, ça devait être le statut causait 30% de contraintes en plus par rapport aux autres sociétés ferroviaires. Résultat, aujourd'hui, on en a 7% et encore, on n'en est pas bien sûr. Et puis après, on nous a expliqué que la suppression du statut allait permettre d'économiser 100 millions d'euros. Aujourd'hui, on nous dit que finalement, c'est plus que 10 millions d'euros. Vous imaginez, on a quasiment perdu un demi-milliard aujourd'hui avec les grèves. Vous imaginez, ça fait plus de 50 ans de statut. Donc voilà, on a tout pris à l'envers. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi la suppression du statut va améliorer les choses. Cette réforme en bloc. Mais bien sûr, parce que sur l'ouverture à la concurrence, on peut repartir de zéro. Est-ce qu'il est encore temps? Mais il est encore temps. Aujourd'hui, on nous annonce le retrait du pacte ferroviaire. On nous dit voilà, on se remet autour de la table et on construit quelque chose qui va dans le bon sens avec des garanties sociales avant de partir sur les sujets de l'ouverture à la concurrence et tout ça, avec une convention collective qui tient la route et qui soit solide. Là, d'accord, on peut reprendre des discussions. Aujourd'hui, on nous parle de transfert de personnel. Vous vous rendez compte, on va être transféré dans des entreprises qui n'ont même pas de convention collective et qui n'ont même pas d'accord d'entreprise. Mais c'est un flou artistique le plus total. Et puis sur l'ouverture à la concurrence, moi j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi ça va être si merveilleux que ça et en quoi ça va améliorer les choses. Ça n'a jamais rien amélioré, l'ouverture à la concurrence. Et quand on cite des autres pays, notamment l'Allemagne, ok, ça a baissé 30%, tout simplement parce que le prix des sillons, c'est-à-dire le prix pour circuler sur les voies, a été réduit de 30% avec notamment la reprise de la dette. Sur l'ouverture à la concurrence sur les régions, ça va être des monopoles. C'est-à-dire que les régions, il ne va pas y avoir plusieurs transporteurs sur les régions. Parce que vous croyez que c'est pas un monopole? Ça va être un seul. Mais justement, quand on a un monopole public, on a quelque chose de cohérent entre les territoires. Si vous voulez bien, plus on multiplie le nombre d'acteurs, plus ça complexifie. Fanny Ara, vous avez dit nous voulons éviter les mauvaises surprises lors du vote du Sénat. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce serait quoi une mauvaise surprise?
Écoutez, la vie démocratique vit avec ses soubresauts, ses aléas, ses votes à 1h du matin. Donc, je pense que c'est de bonne prudence que de vérifier, que d'attendre effectivement un texte final. Je pense que tout le monde en convient. Je vais revenir effectivement sur un certain nombre de jets par rapport à la réforme aussi. Effectivement, une fois que la loi est là, elle s'impose un peu à tout le monde. Par contre, moi, ce que je voudrais vraiment mettre en exergue ici, c'est que on a fait ça de manière extrêmement précipitée, sans forcément bien tenir compte de tous les impacts. Le passage en société anonyme, ça a quand même des impacts particulièrement importants sur les taux d'intérêt, sur un certain nombre de contrats existants, donc qui pourraient avoir des impacts négatifs financièrement. Donc on nous parle de productivité, mais finalement la productivité gagnée est captée par les hausses financières, je pense que personne n'aura gagné à l'affaire. Il y a tout un ensemble d'impacts sur la réforme par rapport au statut, où on est vendu comme étant trop cher, mais on se rend compte que dans certains métiers, ce serait peut-être plutôt l'inverse. Donc moi j'attends effectivement un ensemble de retours d'expérience sur les PPP aussi. J'ai vu qu'il y a eu pas mal d'atermoiements. Moi je trouve qu'il faut absolument, c'est indispensable qu'on ait un retour d'expérience sur les PPP et de voir comment ça s'est passé et d'avoir une nouvelle trajectoire financière liée à la dette future des PPP. Oui, moi je voudrais les rassurer. Qu'on soit clair, je suis dans l'opposition au gouvernement. Moi, mon but en tant que sénateur, puisque je fais partie de la majorité sénatoriale du président Larcher, c'est d'essayer de sortir de cette situation ubuesque. Je crois qu'on n'a pas intérêt à continuer la grève. La grève, ça gêne pas ni le gouvernement, ni les parlementaires, ça gêne le peuple français qui travaille tous les jours et qui est très embêté par cette situation. Il ne faut pas oublier que c'est un service public. Ça veut dire service public, ça veut dire service pour le public, au public. Et donc, c'est pas uniquement un texte pour les cheminots, c'est un texte pour l'ensemble des Français qui utilisent le train. Le train est un véhicule très, très bien pour la COP21 et pour le développement durable. Donc, c'est un transport qui est excessivement adapté au développement durable. Donc, en fait, il faut le valoriser. Mais et il ne faut pas embêter les gens, parce que sans ça, ils vont se détourner du train et après, on va arriver à la catastrophe. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver SNCF Mobilité. On n'est pas du tout dans le but de privatiser, comme je l'entends. Nous, ce qu'on veut, c'est en fait que l'entreprise SNCF fonctionne bien au service de tous les Français. Gabrielle Siri. Un point important que vous venez de citer, c'est le rôle du train dans la transition écologique. Avec donc par kilomètre parcouru en train, c'est 8,4 grammes de CO2. Donc en fait, c'est un des plus bas de tous les moyens de transport, puisque 168 grammes par avion et 45 grammes par car. Donc ça justifie le fait que le train soit au cœur de la stratégie gouvernementale et ça impose de maintenir un service public de qualité. Et pour revenir sur le débat de l'ouverture à la concurrence, c'est vrai que c'est loin d'être un succès partout, puisqu'au Royaume-Uni, par exemple, quand j'entends dire que les prix vont baisser, ça vraiment c'est très agaçant, parce qu'au Royaume-Uni, donc ça a augmenté de 30% depuis l'ouverture à la concurrence, et aujourd'hui c'est en train de renationaliser certaines lignes. Il y a une ligne qui va être renationalisée entre Londres et Édimbourg. Donc il y a un vrai débat à avoir sur ce sujet au niveau européen, un bilan de l'ouverture à la concurrence dans les différents secteurs, parce que ça n'a pas toujours été, loin de là, au service des consommateurs et pas toujours été au service du maintien d'un service public de qualité. Je vous propose d'écouter Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF. Il s'est exprimé vendredi après le Premier ministre Elisabeth Borne, justement sur ses attentes par rapport à l'examen au Sénat. On l'écoute. Cette reprise constitue un engagement sans précédent de la nation et donc du contribuable en faveur de la SNCF. 35 milliards d'euros, c'est 14 ans de budget d'investissement de l'État dans l'ensemble de nos routes, des chemins de fer et des canaux. Parce que cet engagement est sans précédent, je veux m'assurer que la SNCF ne se retrouvera plus jamais dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui et qu'elle ne pourra pas s'endetter hors de tout contrôle. Nous introduirons au Sénat une règle contraignante et protectrice pour que SNCF Réseau ne puisse plus à l'avenir s'endetter sans que le gouvernement ne prenne des mesures crédibles de rétablissement. Je pense que plusieurs organisations syndicales, à la suite de ce rendez-vous, ont reconnu l'effort qui est réalisé par l'État, la dynamique de la discussion, puisque la semaine prochaine, il y a au Sénat des amendements qui vont être repris. À partir du moment où l'avenir est en train de se discuter, de se négocier, il n'y a effectivement plus tellement de raisons de pénaliser à ce point les Français avec cette grève à répétition.
Ce message, il n'est pas entendable pour vous, Bérangère Cernan? Je pense que M. Guillaume Pépi est à côté de la plaque, comme depuis de toute façon le début de ce conflit. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, il nous expliquait qu'il n'y aurait pas de conflit. Et puis après que ça allait s'arrêter au bout de 15 jours. Et puis après que 80% des cheminots étaient pour ce nouveau pacte ferroviaire. Voilà, il y a eu un vote action qui a été lancé par l'intersyndicale qui a démontré le contraire. Et puis là, voilà, il nous explique qu'il faut arrêter, qu'il ne comprend pas l'inquiétude des cheminots. Mais je pense qu'il a besoin de retourner sur le terrain et de discuter avec les cheminots qui sont sur le terrain. Il y a énormément d'inquiétudes, il y a énormément d'interrogations. Par exemple, sur la filialisation de Gare et Connexion. Pourquoi on filialise Gare et Connexion? On sait pertinemment que Gare et Connexion, c'est entre guillemets la poule aux œufs d'or. C'est ce qui rapporte énormément d'argent. Vous êtes en train de nous faire exactement le même coup qu'avec Aéroport de Paris. Enfin voilà, tout ça, c'est des interrogations. Et puis comment vous allez transférer les agents d'escale, notamment, à Gare et Connexion? Comment ça va se passer pour eux? Dans quelles conditions? Tout ça, il y a énormément d'interrogations. Vous pouvez quand même comprendre que derrière, c'est des vies quand même qui sont en jeu. C'est voilà, on est rentré. Est-ce que la dimension humaine est un peu oubliée dans cette réforme? C'est ce que vous demande Bérangère Cernan. Franchement, s'il y a une dimension humaine que le Sénat va apporter, c'est bien la preuve qu'on a été très attentif justement à cette dimension humaine. Et concernant Gare et Connexion, il faut bien comprendre que Gare et Connexion était dans SNCF Mobilité. À partir du moment où il y a l'ouverture à la concurrence pour SNCF Mobilité, Gare et Connexion ne peut plus être dans SNCF Mobilité. Et justement, j'ai souhaité qu'elle soit rattachée à SNCF Réseau pour qu'il y ait une complémentarité entre SNCF Réseau et Gare et Connexion. Donc je crois qu'on ne peut pas me reprocher justement qu'on ne pouvait plus. On ne pouvait plus. Alors bien sûr, on peut reprocher beaucoup de choses. Moi, ce que je vous reproche, bon, vous êtes dans votre philosophie à ne pas vouloir l'ouverture à la concurrence. Mais moi, ce que je vous reproche, alors que j'avais invité la CGT justement à discuter, vous avez refusé. J'avais invité tous les syndicats à discuter. Je trouve que dans la discussion, on a toujours quelque chose de positif. Moi, je regrette que vous soyez dans ce statut, voilà, de retour, de retrait. C'est un dommage. Vous ne voulez rien. Bon, vous ne voulez rien. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est qu'il y a deux questions centrales qui sont la question du statut et la question de l'ouverture à la concurrence, où par dogmatisme, vous ne voulez pas discuter sur ces questions-là. En effet, amenez-nous la preuve, par exemple, que le fait d'avoir une ouverture à la concurrence va permettre d'augmenter la régularité, d'améliorer la production et tout ça. Le choix de la négociation a été reçu au Sénat. Gérard Larcher, ancien ministre du Travail, il peut justement avoir un rôle particulier à jouer dans cette réforme, selon vous? Oui, c'est compte tenu de sa position, de sa posture et de ses compétences dans l'art diplomatique. Je pense qu'effectivement, il peut apporter un certain élément, une certaine vision, effectivement sur les amendements sociaux, mais aussi sur des notions d'aménagement du territoire. Parce que vous l'avez dit, on n'a pas beaucoup parlé des voyageurs dans cette réforme. Et d'ailleurs, nous nous étonnons de voir disparaître toute notion de plafonnement des tarifs, de tarification sociale. Donc il y a tout un ensemble de données. On nous dit l'ouverture à la concurrence, rabaisser les prix. On est nombreux à en douter au vu des expériences. Et il n'y a aucun garde-fou. Donc c'est vrai que nous demandons effectivement un observatoire, un petit peu justement de l'ouverture à la concurrence, avec une construction un peu partagée pour qu'on puisse mesurer le nombre de personnes à l'égard, les services, les amplitudes horaires, enfin d'avoir une vraie état de mesure. Parce que nous sommes très très interrogatifs quand même sur la part de la concurrence et il faut pouvoir le mesurer. Un autre sujet aussi, quel que soit l'opérateur, et c'est le réseau quand même qui conditionne l'essentiel de la qualité du service. Or, si on tire un financement au cordeau, il faut être clair et lucide. C'est-à-dire que des chantiers ne se feront pas. Et si les chantiers ne se font pas, à terme, ce sont des lignes qui ne sont plus exploitées. Donc, malgré les investissements qui vont être permis justement par rapport à la reprise de la dette, on sait que ça va permettre environ... Le rapport Rivier 2005 disait qu'il fallait 5 milliards supplémentaires par an. Voilà. Donc là, on a 3,8. On a des investissements supplémentaires et on s'en félicite parce que c'est indispensable. Soyons lucides, les régions ne vont pas être en capacité de prendre toute la différence. Gabriel Siri, on évoque justement cette possibilité d'arrêter la grève. C'est une condition nécessaire pour la suite du dialogue parlementaire, selon vous ? Non, je pense que la grève est un moyen d'action, comme le vote action a été un moyen d'action également. C'est une manière d'avoir un rapport de force avec le gouvernement pour obtenir un certain nombre de garanties qui sont celles qu'on a évoquées aujourd'hui et peut-être ça viendra par la suite, mais vraiment l'importance de ne pas ouvrir toutes les lignes individuellement, mais de
garantir la poursuite de l'exploitation des petites lignes en permettant à l'opérateur de service public de garder le monopole de l'exploitation sur des lignes rentables aussi, pour que toutes les lignes, ou en tout cas une grande majorité, puissent être maintenues. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, bien sûr, sur l'ouverture à la concurrence, pouvoir en mesurer les effets. Et moi, je pense que ça se limite d'ailleurs pas seulement au secteur ferroviaire. Donc, pour voir là où ça a été bénéfique, là où ça ne l'a pas été, et tirer les conséquences pour la suite des actions publiques. Béranger Cernon, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de coupure entre finalement les cheminots et les Français, les usagers, qui jusqu'à présent plébiscitent le moyen de transport, le train, qui aiment la SNCF, si le conflit tarde justement C'est normal qu'ils aiment la SNCF parce que ça fait partie de leur patrimoine. La SNCF est une entreprise de service public qui appartient à la nation, et aujourd'hui le gouvernement est en train d'en donner une partie en tout cas, et je trouve dommageable que le gouvernement et même pourquoi pas le Sénat lance pas une consultation auprès des usagers, auprès des Français, savoir s'ils sont pour ou contre l'ouverture à la concurrence. C'est simple comme question. Mais je pense qu'on serait très surpris de la réponse, parce que je vous ai entendu il y a quelques jours critiquer un petit peu le vote action, comme quoi c'était pas représentatif, et puis comme quoi ça ressemblait plus à une pétition qu'autre chose. Mais les conditions dans lesquelles ont été réalisées, je pense que d'avoir laisse à la désirer quand même. Je pense que d'avoir 91 000 votants sur près de 146 000 cheminots, c'est quand même assez parlant, et je pense qu'il y a beaucoup d'instituts de sondage qui feraient mieux de s'en inspirer, parce que d'avoir un échantillon de 1000 personnes pour juger de tout ce que pense la population française, vous savez, les cheminots, ils sont au contact des usagers au quotidien, tous les jours. Et après 2 mois de conflit, je peux vous assurer que dans les trains ou dans les gares, c'est des merci, ne lâchez rien, c'est des gens qui donnent de l'argent pour que les cheminots puissent tenir dans le temps, et je peux vous assurer que bien sûr des râleurs, vous en aurez toujours. Prochaine étape, on l'a dit, Béranger Cernon, le texte de loi, l'examen commence dans l'hémicycle demain. Merci à vous, merci à Gabriel Siri, merci Fanny Arav. On vient de l'apprendre, Serge Dassault, industriel de l'aviation et de l'armement et patron de presse, est décédé à l'âge de 93 ans. Votre réaction, Gérard Cornu, c'était ici l'ancien doyen du Sénat. Oui, moi je l'ai bien sûr bien connu puisqu'il appartenait au même groupe que moi. C'est un grand Français, un grand industriel, passionné par la politique, qui a même voulu servir son pays, qui était toujours très défenseur de l'entreprise. Il ne parlait que d'entreprise. Vous savez, il y a beaucoup de patrons qui sont partis de France pour... lui, il a voulu payer ses impôts en France, il a voulu rester en France. Eh bien, chapeau bas, monsieur Dassault. Merci Gérard Cornu. On va continuer les réactions avec vous, Tam Tranui. Vous êtes aux côtés du vice-président du Sénat, le sénateur LR Philippe Dallier, pour une réaction, je le disais, au décès, on vient de l'apprendre, de Serge Dassault à l'âge de 93 ans. Oui, Philippe Dallier, que retenez-vous de Serge Dassault dont on a appris la disparition cet après-midi ? Écoutez, c'est d'abord une grande tristesse parce que je l'ai côtoyé pendant des années à la commission des finances du Sénat. Alors bien sûr, ce qu'on retient, c'est le grand industriel dans la lignée de son père, mais moi j'ai aussi une anecdote en tête. Il avait été maire de Corbeil, qui est une ville pas facile, avec des gros projets en rue de rénovation urbaine. Et un jour, il était venu me voir en me disant, il y a un problème pour les gens que l'on oblige à déménager. Parfois, ils subissent des hausses de taxes d'habitation importantes. Et il m'a dit, il faudrait qu'on trouve un amendement, qu'on écrive un amendement pour limiter cette hausse de taxes d'habitation. Et le problème, il le tenait d'une rencontre qu'il avait faite avec des habitants de Corbeil. Donc on avait rédigé cet amendement et on l'avait fait adopter. Voilà, donc Serge Dassault, c'était quelqu'un effectivement de fortuné, c'est ce que certains retiendront, mais c'est aussi quelqu'un qui prêtait de l'attention aux autres sur un sujet très particulier. Et ce fut le doyen du Sénat également, quelqu'un que vous avez côtoyé très longtemps. Oui, il a été doyen du Sénat, doyen à la commission des finances. C'est vrai qu'il parlait beaucoup des entreprises et il essayait de trouver les voies et moyens pour faire en sorte que dans ce pays, l'entrepreneuriat se développe. Bon, il avait une très grande expérience dans ce domaine-là et bon, voilà, c'est quelqu'un qui aura marqué cette assemblée. On est triste ce soir. Et l'industrie également, c'est un grand homme d'industrie, on le disait, dans l'armement également, le propriétaire du Figaro. On se souvient surtout ici de la passion avec laquelle il parlait d'Assaut Aviation, des Rafales notamment, et les espoirs qu'il formait effectivement pour que l'entreprise vende des avions à l'exportation. Donc voilà, c'était tout un mélange, Serge Dassault, et pas seulement la grande fortune, pas seulement l'industriel. Voilà, dans le cas de l'ANRU, ça m'avait marqué qu'il me parle de ce sujet-là et qu'on fasse adopter cet amendement ensemble. Un sujet qui vous réconciliait tous les deux, puisque c'est un sujet qui vous tient également à cœur. Vous êtes triste aujourd'hui, on l'imagine ? Oui, parce que c'était vraiment quelqu'un d'attachant.
Voilà, j'ai eu la chance de le connaître pendant de nombreuses années ici. Et, bon, voilà, j'ai une pensée pour lui et pour sa famille aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Dallier pour cette réaction à la disparition de Serge Dassault aujourd'hui à 93 ans donc. Merci à vous, Tam. Et je vous propose tout de suite de voir le portrait de Serge Dassault. Je le disais, il avait été sénateur de l'Essonne, doyen du Sénat. Son portrait est signé Julie Hulin. Il fut l'un des chefs d'entreprise les plus célèbres dans le domaine de l'aéronautique et de l'armement. Serge Dassault est mort à 93 ans ce lundi au siège de son entreprise. Le groupe Dassault, dont il était le président depuis la mort de son père en 1986. Proche de Chirac, engagé au RPR puis à l'UMP, il est élu maire de Corbeil-Essonnes en 1995. Élu sénateur de l'UMP de l'Essonne en 2004, à l'âge de 79 ans, il devient vice-président de la commission des finances au Sénat en 2010. Personnage controversé maintes fois dans le collimateur de la justice, condamné notamment à 5 ans d'inéligibilité en 2017 pour blanchiment de fraude fiscale, il restera l'un des parlementaires qui a le plus défendu le monde de l'entreprise. Pierre Cuypers est également avec nous sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénateur LR de la Seine-et-Marne. Votre réaction à ce décès brutal? Une très grande tristesse. Moi, j'ai partagé la vie parlementaire au Sénat de Serge Dassault pendant 11 mois. Et je dois avouer qu'on perd un vrai grand capitaine de l'industrie et de notre pays. Bon, c'est encore une fois de la tristesse pour ma région, pour l'Île-de-France. C'était un homme engagé, c'était un homme généreux, je crois. En tout cas, qui, quand je suis arrivé au Sénat, a eu vraiment cet accueil et cette générosité envers moi, de me faire comprendre un petit peu comment fonctionnait le Sénat. Et j'ai beaucoup d'amertume de sa disparition. Que retenez-vous ici, vous, Gérard Cornu, de son travail, notamment au sein du Parlement ? Je vous le disais tout à l'heure, je crois que c'est un grand capitaine d'industrie, qui est un grand Français, et je crois qu'il s'est beaucoup investi, en tout cas au niveau du Sénat, pour défendre l'entreprise, pour défendre ses sujets de prédilection. Moi, je retiens de Serge Dassault quelqu'un, malgré son âge, toujours à la barre. Dans une grande entreprise qui porte son nom. Je crois que c'est remarquable. C'est un exemple, en fait, que toute notre jeunesse devrait suivre, parce que garder une entreprise française, c'est la fierté des Français, c'est la fierté de la France. Et comme je vous le disais, beaucoup de capitaines d'industrie sont partis, quand ils sont français, partis à l'étranger. Lui, il est resté en France et payé ses impôts en France. Et pourtant, il a été beaucoup critiqué. Chapeau bas, Monsieur Dassault. Encore une réaction avec vous, Pierre Cuypers. Que retenez-vous justement en tant que capitaine d'industrie? On le disait aussi, c'était un grand patron de presse, propriétaire du Figaro. Avec beaucoup de fierté, il a porté haut les couleurs de la France. C'est important. Pour les jeunes générations, il a porté très haut les couleurs. Vous attendez un hommage ici au Sénat, on imagine, Gérard Cornu? Ça dépend, bien sûr, je l'imagine, bien sûr, un hommage. Gérard Larcher va certainement vous dire de quelle manière on portera un hommage à Serge Dassault, mais effectivement, nous sommes très affectés. Tous les sénateurs qui l'ont connu sont forcément très affectés par cet immense personnage qui a fait honneur au Sénat. Pierre Cuypers évoquait justement son rôle aussi auprès des sénateurs qui faisaient leurs premiers pas. C'était ça aussi, son rôle en tant que doyen du Sénat, Gérard Cornu? C'était un homme humain. Très humain. Malgré ses hautes fonctions, c'est vrai que quand on dit on va voir Monsieur Dassault, on est un peu intimidé quand même, hein, je l'imagine. Mais c'était un homme profondément humain, très proche des gens et très proche des sénateurs qui venaient d'arriver. Moi, je l'ai accueilli en fait, puisqu'il était beaucoup plus âgé que moi, mais il était venu sénateur très tardivement. Je l'ai accueilli au Sénat et il a porté haut la parole du Sénat et la parole de la France, franchement. Un homme simple et disponible. C'est ce qu'on retiendra de lui. Merci à vous, Gérard Cornu. Pierre Cuypers, vous restez avec nous puisqu'on va justement parler de votre département de la Seine-et-Marne. C'est l'heure de sénateur à domicile. Donc nous allons dans votre département. C'est un département qui compte de nombreuses petites communes rurales. Alors comment font-elles pour rester attractives à quelques kilomètres de Paris, mais aussi conserver leurs écoles? C'est un reportage d'Audrey Vuettaz. Des hectares de champs, de culture à seulement 60 km de Paris. Des hectares de champs parsemés de villages et de hameaux.
particularité de la Seine-et-Marne. Ici, nous sommes à Aubepierre-Ozoir-le-Repos, fruit de l'association de 2 communes en 1973. 2 clochers, reliés par une route comme un symbole. Ici, la voiture est indispensable. On va aller voir les travaux là-bas. Voilà. Hein? Pierre Cuypers est sénateur de la Seine-et-Marne. Ça va? Seulement, vous travaillez bien? Bonjour. Avec Madame le maire, il visite un chantier de voirie. C'est des travaux pour les bas-côtés, si vous voulez, de façon à ce que les gens puissent se garer, puissent circuler sans être dans la boue. Et sécuriser aussi les murs et tout, qui sont tout de suite abîmés par les voitures qui se croisent et puis les projections. En tout, il faut entretenir 26 km de voirie, un budget pharaonique, 100 000 € par an pour cette commune de 913 habitants. Et certaines décisions du gouvernement inquiètent fortement. Que dire demain du financement du budget de nos communes si nous n'avons pas une taxe d'habitation qui nous revienne à 100% comme l'État s'y est engagé? On sait que ça va coûter 25 à 26 milliards. C'est pas gagné. Il faut aussi dire, et c'est ma mission au Sénat, de réagir par rapport aux orientations qui sont données par le gouvernement et par le président de la République. Pour assumer certains coûts, Aubepierre-Ozoir-le-Repos fait partie d'une intercommunalité, regroupement de 20 municipalités. Il y a des communes rurales comme la nôtre, mais il y a aussi des grosses communes comme la commune de Nangis, de Verneuil et Mormant qui ont d'autres problèmes. Donc on s'oriente beaucoup sur les centres de loisirs. C'est un gros budget, les centres de loisirs. Dans ce contexte, difficile de se faire entendre. Malgré sa superficie, 2600 hectares, Aubepierre n'a qu'une voix, car l'intercommunalité ne prend en compte que le nombre d'habitants. Alors la commune fonctionne avec beaucoup de débrouille, de bénévolat et tout le monde s'y met. Ça m'est arrivé de remplacer une accompagnatrice parce qu'elle était absente pour telle ou telle raison. Ça m'est arrivé de surveiller un peu la cantine. Ça m'est arrivé, oui. Il faut savoir tout faire si vous voulez. En tant que maire, c'est bien de savoir comment fonctionnent les services. Donc c'est bien des fois d'être dans le bus, c'est bien d'être à la cantine, c'est bien, voilà. Il s'agit aussi de faire des investissements judicieux comme ce bâtiment qui a sauvé le village. Allez-y, monsieur le sénateur. Pardon. À l'intérieur, quelques chaises autour des tables. Eh bien, vous êtes ici à la cantine que nous avons créée il y a 7 ans. L'idée de la cantine, c'était surtout pour éviter d'avoir trop de dérogations de gens qui nous demandaient de scolariser leurs enfants ailleurs. Le fait qu'on n'ait pas de cantine, on avait l'obligation d'accepter. Je pense que si on n'avait pas fait de cantine, on n'aurait plus d'école, c'est pareil. Ça va ensemble maintenant. Tout est fait pour rester attractif et ne pas perdre d'habitants. Cantine donc, mais aussi transport scolaire. Il s'agit de satisfaire des administrés qui sont pour la plupart d'anciens citadins. Anciens citadins qui ont parfois du mal à s'adapter à la ruralité. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Voilà. L'incivisme, on balance. Comme le sénateur qui a conservé son activité, Jean-Philippe Garneau est agriculteur sur le territoire. 200 hectares exploités avant lui par son père et son grand-père. Il y a des personnes qui arrivent là et qui peuvent trouver que la campagne, il faut que ce soit la même chose qu'à la ville. Et donc on a un petit peu de difficulté, pas vraiment avec eux, mais il faut avoir un vrai dialogue pour qu'on puisse s'entendre. Je ne vais pas faire une pièce avec de la poussière, des choses comme ça, juste pendant le temps qu'ils déjeunent ou pendant le temps qu'ils sont le soir en train de prendre un barbecue. En principe, il faut que les gens aussi acceptent qu'on fasse notre travail aussi. Donc, par exemple, il y a un peu de poussière. Un jeu d'équilibriste nécessaire. Les champs et les forêts représentent 80% de la Seine-et-Marne. Pierre Cuypers nous a rejoint sur ce plateau. Cette ruralité que vous défendez ici au Sénat, est-ce que vous diriez qu'elle est oubliée du quinquennat d'Emmanuel Macron, du moins pour la première année? En tout cas, pour le moment, elle n'est pas très visible. On a une politique générale et en même temps, je donne un exemple. Mon département, c'est 510 communes. Sur les 510 communes, il y en a près de 400 qui ont moins de 2500 habitants. Et on prend des règles, des mesures sur un plan national qu'on veut appliquer à tout le monde de la même manière. C'est très compliqué et c'est pas cohérent. Une petite commune comme Aubepierre-Ozoir-le-Repos, que vous venez de montrer rapidement, c'est 2600 hectares de territoire, c'est 26 km de voirie. C'est 2 églises, 2 clochers, donc 2 cimetières, 2 écoles. Qu'est-ce que vous demandez justement dans ce contexte au gouvernement? Plus de cohérence? Il y a un ministre de la cohésion des territoires. Il faut qu'il soit plus présent à vos côtés? Absolument.
Absolument. Il faut d'abord qu'ils sachent écouter et ensuite qu'ils viennent sur le terrain pour voir un petit peu comment les choses se passent, notamment sur le plan budgétaire. On n'a pas des trottoirs en or dans nos petits villages. Il faut trouver les moyens financiers pour les faire vivre. Donc il y a l'impôt. Mais l'impôt doit rester modeste, parce que pourquoi les gens viennent habiter chez nous dans nos villages à 70 km de Paris? C'est parce que la vie à Paris est très chère, mais que venir à la campagne, c'est plus agréable, bien sûr. C'est un bassin de vie plus agréable aussi pour les enfants, mais c'est aussi des complications pour les parents que d'aller travailler à Paris ou ailleurs. Mais les moyens de locomotion, nous sommes très isolés. En définitive, malgré des efforts considérables qui sont faits par le conseil départemental pour assurer le transport et par la région pour assurer le transport. Donc il faut des mesures en faveur de l'aménagement du territoire et que vous portez ici au Sénat. Merci à vous, Pierre Cuypers. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Je vous rappelle, avant de se quitter, la principale information ce soir, c'est le décès de Serge Dassault, l'ancien doyen du Sénat, sénateur de l'Essonne. S'est éteint aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Plus d'informations dans l'émission On va plus loin, présentée par Rebecca Fitoussi. C'est à suivre à partir de 18h30. Et puis tout de suite, c'est l'épreuve de vérité. Invité ce soir, Julien de Normandie, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Très bonne soirée et à demain.